ma démarche, et que je me disais, voilà, rétrospectivement, on peut se dire, là, elle a eu tort, là, elle s'est trompée, elle aurait dû agir autrement, etc. Mais je voulais ne jamais avoir un regard surplombant sur l'affaire, mais plutôt me dire, bah, j'aurais pu faire comme elle à ce moment-là, et essayer de vraiment, ouais, être, être à sa hauteur. Et justement, tu parlais d'une affaire, c'est une affaire en cours, c'est un fait divers en fait au départ. Il y a un fait divers qui est le déclencheur et qui me donne envie de faire le portrait d'une Matonne qui arrive là-bas. Mais le film est une fiction, c'est-à-dire que les personnages sont 100% fictionnels. J'ai pas enquêté sur le fait divers. Euh, le, les trafiquants, je m'y intéresse pas. Enfin, les bandits, on sait pas ce qui trament exactement, etc. Et j'ai pas enquêté là-dessus non plus. Et donc, tout ça n'a strictement rien à voir avec le fait divers. Donc, ça agit comme un déclencheur. Et après, moi, j'essaye vraiment d'investir la fiction et de m'approprier l'histoire et de m'approprier aussi ses personnages. Et donc, c'était valable pour elle en me disant, je veux jamais la regarder de haut. Mais c'était valable aussi pour les gangsters. Je voulais pas que les détenus ils aient des gueules patibulaires qui soient comme des visages attendus, presque de méchants. Mais je voulais aussi, eux, les regarder dans leur humanité. Je voulais qu'ils aient une lumière. Je voulais qu'ils aient leur raison, eux aussi. C'est-à-dire que le mec qui la manipule, le principal, donc Saverio, je voulais qu'on comprenne que lui aussi, il fait l'objet d'injonctions, il répond à des injonctions, que lui aussi, il est pris dans un système qui ne manipule pas que par plaisir, qu'il est lui aussi le jouet de quelque chose qui le dépasse. Voilà. Je vous laisse suite la parole, mais j'avais une question pour Damien, parce que là, il y a un gros travail de montage, avec la construction du film est vraiment particulière. J'imagine qu'elle était peut-être au scénario, ou est-ce que tu as travaillé ça avec Stéphane après? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, au scénario, il y avait cette structure en deux temporalités. Simplement, comme d'habitude, on écrit un scénario, mais après, il y a la réalité du film tel qu'on le monte. Et donc, il a fallu quand même réajuster ces deux temporalités. Alors, on a fait un premier montage du film en ne suivant que l'histoire de Mélissa, c'est-à-dire sans le commissariat, pour avoir une espèce de trame assez claire sur son parcours. Et après, à l'intérieur de ça, on a glissé effectivement des séquences de commissariat, en se demandant comment ces séquences pourraient agir avec l'histoire de Mélissa, soit en contradiction, soit en résonance, soit pour chapitrer, soit pour créer aussi des effets d'ellipse, de passage de temps un peu plus fort. Donc oui, c'était au scénario, mais on a cherché effectivement à construire le film autour de ces deux temporalités. Et les scènes d'aéroport aussi, qui sont des pivots en fait. Oui, parce qu'on savait que ces deux temporalités allaient arriver à un nœud en fait, qui était effectivement le moment le moment comment dire, le climax du film avec ce baiser de la mort. Et effectivement, donc l'organisation du film s'est faite aussi autour de ce point qui devait être, alors qui n'est pas la fin du film, qui est vraiment un point de bascule, qui arrive presque aux deux tiers du film, on pourrait dire, parce qu'après il se passe encore d'autres choses, et où là les deux temporalités se rejoignent et on suit l'histoire de Mélissa et ce qui va se passer après pour elle. Et d'après ce que j'ai compris, le processus a été très long, c'est ça, de montage? Non, long, non, enfin le film enfin le film fait 2 heures, donc effectivement on a monté à peu près, je pense, entre 5 mois, peut-être un truc comme ça, si je me souviens bien. Mais c'est une chance qu'on a eu de pouvoir avoir du temps de montage. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a un producteur qui nous a laissé la possibilité de monter quasiment autant qu'on voulait. Et donc, et effectivement, comme le film est assez fin sur les différents genres qu'on aborde, parce on pourrait dire qu'il y a l'aspect polar, il y a un peu un côté thriller, il y a aussi un peu un film familial, il y a aussi un peu de comédie d'une certaine manière avec les deux policiers. Donc il fallait arriver à trouver un équilibre entre tous ces éléments-là, tout en laissant de l'ambiguïté, tout en laissant aussi des zones un peu grises. Et donc effectivement tout ça, ça se recherche parce que c'est que des histoires d'équilibre en fait. Dans l'économie d'un film, le montage, c'est pas du tout ce qui est cher, puisque au montage, on n'est que deux. Donc je trouve qu'on a un producteur qui a raison de nous dire prenez le temps qu'il vous faut à ce moment-là. Et voilà, c'est un ultime moment d'écriture qui est extrêmement précieux. Moi j'aime bien toutes les étapes d'un film, j'aime bien écrire, être seul quand j'écris, j'aime le moment du tournage où on est très, très nombreux, il y a l'intensité qui est unique. Et puis après, il y a ce moment aussi d'intimité qui est différent du montage. J'aime toutes ces étapes. Et là, c'était une chance de pouvoir prendre du temps, parce que comme l'a dit Damien, c'est aussi un film qui joue beaucoup sur il y a des trucs de précision,
d'écho, de résonance, etc. Donc tant mieux si on a du temps pour les ajuster. Mais on avait trouvé le film assez vite dans mon souvenir, bien qu'on ait finalement mis longtemps à dire on Oui, arrête. parce on savait où on voulait aller, et après il fallait effectivement travailler sur des détails et sur des et puis aussi essayer plusieurs versions. C'est-à-dire, effectivement, quand on monte un film, on suit pas une ligne droite, on essaye plusieurs versions du film, des débuts différents, des fins différentes, des choses comme ça. Et donc il fallait arriver à trouver ce qui nous convenait le mieux pour le film. N'hésitez pas. La parole est à vous. Ouais. Merci. Alors, j'ai beaucoup aimé votre film et j'avais deux questions. Un, est-ce que vous avez fait exprès de certains plans qui sont plus longs que d'autres, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et puis une espèce de temporalité, voilà. Et puis le titre, pourquoi vous avez choisi Borgo parce que quand ça se passe à Ajaccio, c'est pas le même. Oui, c'est le... Mais, voilà. Alors effectivement, ça se passe à Ajaccio, et pourtant ça s'appelle Borgo. Déjà, moi, en tant que continental, au départ, Borgo, je ne sais pas ce que c'est, et je trouve que Borgo, c'est une belle sonorité. Et c'est important, déjà. C'est énigmatique et c'est une belle sonorité, donc déjà, ça justifie un titre. Et après, pour tous les Corses, Borgo, ils savent que c'est une ville, mais c'est surtout une prison. Et une prison qui n'est pas comme les autres. Donc en fait, ça racontait assez bien le film, ce titre Borgo, donc j'ai essayé de le garder. C'est le titre d'écriture. Après, j'ai essayé plein de titres, on a essayé plein de titres. Ça a pris beaucoup de temps au montage, d'essayer les titres. Et pour finalement revenir à ce titre initial, qui était, malgré le caractère illogique du truc, ce qui marche le mieux, trouvions-nous. Et l'autre question, il y a des plans plus longs. Ça, c'est sûrement un truc arbitraire. J'aime bien les plans qui durent, donc je me suis pas dit je vais faire des plans longs, mais il est probable, il est possible. Je vous crois tout à fait si vous avez l'impression qu'il y a des plans qui sont longs. Moi, je pense que ce qui est important, c'est les contrastes. Je pense que c'est bien qu'il y ait parfois des plans longs. Enfin, parfois des plans courts pour relever justement la force des plans longs et inversement. Donc j'aime bien jouer sur... je pense qu'il n'y a pas de... en gros, j'ai pas de religion. Je pense qu'il y a différents types de plans dans ce film, mais il y a aussi des plans longs. Et ils paraissent peut-être d'autant plus longs qu'il y a à côté parfois des plans qui sont beaucoup plus courts. Mais voilà, après c'est aussi une histoire de goût. Parfois, une scène qui se déploie avec un plan qui dure, je trouve qu'il y a un plus beau. Donc si on en a un qui tient la route, je vais avoir tendance à dire à Damien, gardons-le. Oui, mais en plus, il y a plan long et plan long. C'est-à-dire qu'il y a, dans le film, par exemple, il y a des plans séquences, donc où au chronomètre, les plans sont longs, mais en fait, il se passe énormément de choses dans ces plans. On peut suivre un personnage, notamment c'est ce qui se passe au début, quand on suit Mélissa dans la prison, on lui fait visiter la prison, c'est un plan qui est objectivement long, mais il se passe énormément de choses, donc il se subdivise en plein de petits plans. Et puis il y a d'autres séquences, et je pense à un moment où elle range l'argent pour le mettre dans le guidon du vélo, qui est un plan effectivement long. Alors on est conscient de faire un plan long, on l'observe, mais ça sert justement à ça sert à l'observer, et à prendre le temps, enfin à laisser un temps au spectateur aussi de se poser des questions, de dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, jusqu'où elle va, et ne pas... Non, mais souvent au cinéma tout est très facile, les mecs ils embrassent des filles en 2 secondes, ils tuent quelqu'un comme ça, paf, un coup de poing le mec tombe, un coup de poing dans la vie, le mec en fait il nous en remet une, ça marche pas. Donc j'aime bien moi que parfois on ait du temps pour voir qu'est-ce que c'est la matérialité des choses, mais comment on fait pour réellement mettre des billets dans un vélo. En fait ça prend du temps, c'est laborieux, etc. Moi j'avais une référence qu'il faut regarder vers l'eau, c'était le trou de Becker. Dans le trou de Becker, je sais pas, il doit y avoir 20 minutes où il scie des barreaux, mais c'est captivant, et pourtant les plans sont longs et l'action est très statique. Mais en fait, je trouve ça passionnant parce que c'est ce qui raconte le mieux ce que nous on vit. Et souvent le cinéma, il présente une vision mythique des choses, mais qui ne correspond pas à ce que nous on vit, à ce que nous on éprouve. Et je préfère m'approcher de ce qu'on éprouve. Oui, puis parfois même un temps d'attente du personnage, comme par exemple au Crépuscule, quand elle a ce rendez-vous avec ses 2 malfrats. Ce temps d'attente, il dit aussi des choses sur elle, sur pourquoi elle part pas, est-ce qu'elle est intriguée, ou est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'elle a une certaine impatience, enfin, c'est aussi des choses comme ça qui peuvent être remplies par des plans qui prennent un peu plus de temps. Alors elle, justement, c'est Abia Herzi, qu'on avait reçu ici pour son film « Tu mérites un amour ». Elle est toujours dingue. Et comment tu as réussi à la persuader d'être une gardienne de prison? J'imagine qu'elle a été emballée par le projet. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est la seule actrice à qui j'ai proposé le rôle, et effectivement elle a dit oui, la preuve.
moi, je lui ai proposé parce que je l'ai vu dans des films où je l'ai beaucoup aimé, mais je l'avais surtout vu, notamment chez Keishi, etc., dans des rôles où elle joue encore des jeunes filles. Et je la voyais, mon précédent film, on avait nos films qui étaient dans les festivals en même temps, donc je la voyais parfois. Et je me disais, c'est maintenant une femme, elle commence à être un peu éprouvée, et ça lui va très bien d'ailleurs, mais c'est plus une jeune fille. Donc là, je me disais, tiens, c'est intéressant de lui proposer un rôle de femme, un rôle de mère, un rôle de quelqu'un qui commence à être abîmé par la vie, etc. Je trouvais qu'il y avait un enjeu pour elle à s'essayer à ça. Et après, il y avait, moi, une question très pragmatique. Je me disais, qui, dans le paysage des actrices un peu identifiées, pourrait être crédible dans ce rôle et elle, mais c'était mon intuition, mais c'était... le cinéma, c'est aussi une affaire de désir. J'avais probablement envie de l'avoir dans ce rôle-là, mais je me disais, elle, si je la mets devant un réfectoire avec 200 détenus, et qu'il faut leur tenir tête, elle y arrivera. Elle a assez de caractère pour ça, elle a assez de tempérament pour ça. Et aussi, elle a un truc, Afsia, dans son jeu, quelque chose de très vrai. Elle triche pas, elle fait pas semblant, elle a un truc de vérité qui est profondément associé à sa manière d'être, à sa manière de travailler aussi. Et cette vérité, je savais qu'elle serait très utile parce que je savais qu'en face d'elle, elle allait avoir beaucoup de gens qui sont des amateurs. Tous les corps, ça, ils ont jamais joué, ils jouent pour la première fois, à 2 exceptions près, dans un long métrage. Et donc je savais qu'eux, ils joueraient avec ce qu'ils sont et qu'il y aurait un truc ils auraient un truc très authentique et un truc de vérité lié au corps, et qu'il fallait donc en face, il n'y ait pas un acteur qui donnerait l'impression de proposer quelque chose d'artificiel en face d'eux. Et avec Afsia, voilà, ce qui n'est pas le cas. S'il y a d'autres questions dans la salle, nous on adore répondre aux questions de la salle. Ils sont un peu timides, ils sont un peu lents au démarrage, mais après ça va aller. Il y a un monsieur là. Ça, ah ouais, voilà. Bonsoir. Est-ce que vous pensez réellement que les flics n'auraient pas trouvé dans la selle du vélo, pas le guidon? Je pose vraiment la question, quand on fait une fouille, quand on se dit on va vraiment tout fouiller. Enfin voilà, question. Est-ce que vous avez, je sais pas, un recul ou discuter avec, enfin, voilà, de la matière pour avoir eu cette idée-là, ou bien juste en discutant autour de bière, on dit moi, régulièrement, quand je changeais la selle de mon vélo, je me disais, c'est fou ce qu'on peut planquer là-dedans. C'est vrai, oui. Mais j'avais jamais eu l'occasion de me servir de cette réflexion. Donc, non. Vous avez raison, c'est un miracle. De toute façon, la fin est un miracle, l'interrogatoire est un miracle, tout s'en mange à merveille pour elle. Et le fait que cette fouille aussi... alors, je donne des éléments pour rendre crédible le fait que le miracle ait lieu. Mais pour moi, c'était important qu'à la fin, il y ait un horizon qui soit possible. Je pense qu'elle peut être rattrapée par l'affaire, elle peut être rattrapée par les malfrats, elle peut être rattrapée par la police, encore. Mais le fait qu'ils partent, que la famille soit de nouveau réunie et qu'ils partent avec de l'argent, ça rend les choses quand même possibles. Elle part pas le cœur léger, parce qu'elle part profondément altérée par ce qu'elle a vécu, marquée, probablement coupable, etc. Donc elle part pas le cœur léger, il n'y a aucun cynisme chez elle, mais je voulais qu'un avenir soit possible. Le cinéma permet ces miracles-là. Et donc, voilà, le fait que les policiers ne trouvent pas, pareil, c'est mon fait arbitraire, c'est mon luxe de réalisateur, j'ai décidé, de scénariste, j'ai décidé que ça se passerait comme ça. Bonsoir. Le personnage de la femme est un personnage qui me semble très complexe, d'autant que c'est une taiseuse, elle ne parle pas, elle assume, etc. Et on peut s'interroger quand même sur ses motivations, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une espèce de fatalité qui nous renverrait un peu à la tragédie grecque, hein, d'une certaine façon, mais on peut penser aussi qu'elle a des motivations peut-être plus terre-à-terre. Oui, alors moi ce qui m'intéresserait, mon idée c'était que selon les spectateurs, selon la perception qu'on a du film et la manière dont on le ressent, on va investir plus ou moins telle ou telle raison, mais moi j'arrive à énoncer plein de raisons pour lesquelles elle bascule. Et il y a des raisons très terre à terre. Je pense que l'argent n'est pas un mobile au départ, mais que ça en devient un aussi. Je pense qu'elle a peur aussi, je pense qu'elle est séduite, je pense qu'elle a un sentiment de... presque un rapport maternel avec le personnage de Saverio. Enfin, je pense qu'il y a plein d'éléments comme ça qui s'accumulent et qui finissent par se sédimenter et peut-être expliquer son acte. Mais aucun ne se suffit à lui seul. Et je pense que selon la perception qu'on a du film, on va peut-être accorder plus d'importance à tel ou tel.
Mais pour moi, c'était important que, vous avez dit, elle est ambiguë, qu'elle est... En tout cas, j'ai fait un film sur son parcours est mystérieux, et je voulais pas que le film, il essore ce mystère. Je voulais plutôt que ce film, il nous invite à l'explorer, ce mystère. Et en donnant des éléments qui permettent de le faire. Voilà. De même, il est ambigu aussi, ce personnage, je pense, parce que c'est à la fois quelqu'un de très vulnérable et de très fort aussi. Elle est très forte parce qu'elle porte sa famille dans ce nouveau départ, parce qu'elle elle exerce un métier qui est difficile, en plus dans un monde un peu viriliste, c'est un monde d'hommes, donc elle fait preuve de force, mais elle est aussi très vulnérable. Et elle est rendue vulnérable, d'ailleurs aussi par sa condition de femme dans ce monde-là. Enfin, tous ces trucs-là m'intéressaient, le fait que ce soit gris à tous les niveaux, était pour moi essentiel, parce que là aussi, je pense que c'est plus conforme à la complexité du monde que les représentations qu'on en a habituellement dans les films. Alors cette prison, elle est très particulière quand même. Je ne sais pas si c'est une spécificité corse d'avoir des prisons ouvertes comme ça. Est-ce que c'est un modèle qui existe ou... Oui, c'est un modèle qui existe. De même que la Corse a un régime spécifique au sein de l'administration française, cette prison dans le monde carcéral français, elle a un mode de fonctionnement qui est singulier. Alors il y a d'autres prisons en régime ouvert, ça existe, mais c'est pas des maisons d'arrêt, c'est des centres de détention, bref. Donc elle a un statut unique. Et ce qu'elle a d'unique aussi, c'est la manière, on l'appelle le Club Med, mais on l'appelle aussi l'hôpital, parce que c'est une prison qui est silencieuse, c'est une prison où les gens ne crient pas, par rapport aux autres prisons où ça hurle en permanence. C'est une prison où les rapports semblent beaucoup plus, et sont beaucoup plus policés, ce qui n'empêche ce qu'on y voit, hein, qu'il puisse y avoir des violences qui s'exercent, etc. Mais tout est plus feutré, tout semble plus sous contrôle. En cela, elle est considérée par tous ceux qui y travaillent et qui y sont allés comme une prison totalement à part. Et moi, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas enquêté sur le fait divers, ce qui est vrai. En revanche, j'ai beaucoup enquêté sur... je me suis beaucoup renseigné sur comment fonctionne cette prison. Là, la prison ne ressemble pas à la prison de Borgo, au sens où... la prison de Borgo, c'est des bâtiments plus modernes, etc. Mais le mode de fonctionnement est fidèle à celui de la prison de Borgo. Il y a des gens dans le film. Le type qui joue Victor, le surveillant, il est surveillant pénitentiaire à Borgo depuis, je ne sais plus, 20 ans. Et il y a une fille aussi qui joue dedans, elle a fait 12 ans chez les hommes, et qui est surveillante aussi dans le film. Il y a un détenu ou deux qui sont passés par Borgo. Donc tous ces gens-là nous faisaient des retours, et Afsia d'ailleurs sondé énormément le type qui joue Victor, qui s'appelle Jean-Etienne, pour savoir ce qu'il en était, quoi. Mais faire un film, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est un moment où on s'immerge dans un monde, on découvre un univers, on découvre un territoire, et on rencontre des gens aussi. Moi, je tenais beaucoup, on a tourné la prison à Compiègne, parce que il n'y avait pas de prison, il fallait une prison désaffectée, et en plus il fallait une prison à disposition pendant longtemps, il n'y avait pas ça en Corse, ni une prison en fonctionnement, ni une prison désaffectée, donc on a tourné à Compiègne dans une prison désaffectée. Et moi je tenais absolument à ce qui est que les Corses soient des Corses, quoi. Il n'était pas question de... Donc on a ce qui est en termes de production absurde, mais ce qui est en termes de vérité du film était essentiel. On a pris des Corses qu'on avait castés là-bas, avec un casting sauvage, puis on les a amenés à Compiègne. Mais voilà, c'est ça aussi le plaisir de faire un film, c'est à un moment où on va aussi à la rencontre des gens. Moi j'ai adoré les filmer, j'ai adoré les rencontrer, il n'était pas question de prendre des faux Corses, quoi. On parlait de la prison, j'imagine que tu as des références dans le cinéma sur les films de prison. Est-ce que Ouais, mais dans ce film, il y a un condamné à mort s'est échappé, si Damien tu acceptes cette référence. Mais c'était pas une inspiration pour ce film d'ailleurs, mais c'est une référence parce que c'est un film parfait de prison, mais on n'avait pas trop de... J'avais pas de référence dans les films carcéraux. Il y a une question aussi. Ouais, il semble qu'on parlait jamais de films de prison. Non, on parlait pas du tout de films de prison, bizarrement. C'est étrange, non? Parce que... Non, mais je savais plus quelles étaient nos références, si on en avait. Mais c'est un peu sans référence. Moi j'avais deux petites questions. La première c'est est-ce que dans la vraie vie c'est déjà... il y a une distinction qui se fait entre les détenus corses et les continentaux issus d'immigration ou non? Est-ce que ça se fait vraiment? Ouais, il y a une unité qui est l'unité 2 dans laquelle il n'y a que des Corses. Ok. Et la deuxième question c'est par rapport à la chanson qui chante les détenus. Si vous êtes inspiré d'un chant corse qui existe vraiment, si c'est vous qui l'avez inventé, d'où ça vous est venu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, c'est vachement intéressant parce qu'on a un spectateur qui est jeune. C'est un conflit de génération. C'est un conflit de génération. Donc c'est une chanson de variété française, vraiment française, de Julien Clerc. C'est Mélissa Métis d'Ibissa, qui est une chanson que tous ceux qui ont plus de 40 ans connaissent. Mais toi, tu es beaucoup plus jeune, donc tu ne connais pas. Et moi, ce qui m'amusait, c'est... On fait un film avec des Corses, il y a un peu des passages obligés.
Et le chant corse en fait partie. Mais je voulais pas mettre un chant corse parce que ça nous emmerde tous, même s'ils sont magnifiques. Même s'ils sont magnifiques. Et je trouvais que c'était magnifique qu'ils corcisent un chant, un chant populaire, un chant de variété populaire. Je trouvais ça superbe. Et je trouvais que c'était une manière détournée presque de convoquer l'art du chant corse qui est superbe et qui est extrêmement présent. Et donc je l'ai convoqué de cette manière-là.